Merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être ici. C'est la première fois que je viens à Agadir et je remercie donc Madame la Présidente et le comité organisateur pour cette invitation. C'est fantastique. Et ça fait plusieurs fois que j'ai dû décliner l'invitation et que je m'en excuse encore. Mais voilà, il y a des impératifs comme pour tout le monde. Et donc je suis très heureux d'être là et j'espère être réinvité, si vous êtes convaincus, bien sûr. Alors, comment ça fonctionne, le changement de dia? Ici, je suppose. Alors, on m'a demandé de parler de l'insuffisance mitrale primaire, organique. Vous le savez tous, c'est une pathologie un peu particulière parce que sa prévalence augmente bien sûr dans la population et surtout avec l'âge. C'est peut-être la première pathologie valvulaire aux États-Unis. Chez nous, c'est peut-être le rétrécissement valvulaire aortique, du moins en Belgique et en Europe de manière générale. Ce qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, on a des approches thérapeutiques qui peuvent être définies comme plus personnalisées. Et c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre correctement cette pathologie, notamment en termes de sévérité, en termes de morphologie, de mécanisme de la pathologie, et éventuellement de la manière dont on va guider l'aspect thérapeutique. Alors, tout d'abord, quand on parle d'insuffisance mitrale primaire ou organique, il faut savoir que c'est la pathologie la plus fréquente des insuffisances mitrales. Elle est dominée essentiellement par l'insuffisance mitrale dégénérative, dont la forme dite myxoïde. Et vous voyez sur votre écran du côté gauche, il y a 4 exemples de prolapsus valvulaire. Ce qui veut dire qu'en fait, pour une pathologie qui semble être identique, on a des atteintes au niveau des feuillets valvulaires, des extensions qui sont totalement différentes, ce qui va nous amener à des modifications complètes de l'aspect thérapeutique. Et donc, c'est là l'importance, je dirais, de l'imagerie, c'est de bien identifier non seulement la présence, mais également l'extension, voir éventuellement les pathologies associées, la présence de calcification, que ce soit au niveau des bords libres, que ce soit au niveau du corps ventriculaire, parce que tout ceci va intervenir dans les possibilités de réparation de la valvule mitrale, et ça, c'est un élément important. Et puis, du côté droit de votre écran, il y a toutes les autres étiologies de l'insuffisance mitrale primaire, comme par exemple les formes rhumatismales, comme par exemple les formes congénitales avec les clefts. Et puis, vous avez bien sûr les endocardites et autres. Et il ne faut pas oublier les fibroses du muscle papillaire avec les élongations du muscle papillaire qui peuvent également aboutir à des insuffisances mitrales dites primaires par simplement prolapsus avec lequel elles s'accompagnent. Alors pratiquement, et ça fait plaisir ça aux iconographistes, c'est qu'on utilise toujours la classification de Carpentier, ce langage commun entre l'imageur, l'interventionnel ou le chirurgien, avec l'étiologie, la lésion et la dysfonction. Et vous voyez qu'en fonction de la mobilité des feuillets, en fonction de l'excessivité de cette mobilité, en fonction de la restriction de la mobilité, que ce soit en systole ou en systole et en diastole, mais on peut définir 3 catégories, voire une 4e, ce qui nous permet simplement de mieux préciser les caractéristiques de la pathologie valvulaire et peut-être d'aider le chirurgien dans sa compréhension et dans son traitement, même si aujourd'hui le chirurgien il va regarder l'échographie 3D, l'image en face de la valve mitrale, et il va tout de suite comprendre ce qu'éventuellement il peut faire. Alors, sur le plan morphologique, qu'est-ce qu'on fait pour évaluer la valve mitrale? On utilise bien sûr des coupes bidimensionnelles, multiples, dans différentes vues, que ce soit parasternale ou apicale, de sorte à voir les différentes composantes de la valvule mitrale, le feuillet antérieur, le feuillet postérieur, les subdivisions bien sûr du feuillet postérieur et arbitrairement du feuillet antérieur, la commissure postérieure, la commissure antérieure, et bien sûr tout ça se fait par voie transthoracique mais également par voie transœsophagienne, et vous avez un exemple très illustratif qui a été repris des recommandations européennes. Alors pratiquement, comment on traite l'insuffisance mitrale primaire? On la traite sur base d'une part des symptômes et de la sévérité. Et donc le premier élément à prendre en considération, c'est de grader la sévérité de l'insuffisance mitrale. Pour ça, dans les recommandations, on utilise une approche qui est appelée multimodale et multiparamétrique. Et en fait, la première chose à faire, c'est de voir l'insuffisance. Et donc on peut utiliser des techniques qualitatives qui sont reprises sur la diapositive. On peut, dans un second temps,
essayer de la quantifier par des méthodes dites semi-quantitatives. Il est clair que si vous avez une réversion systolique du flux veineux pulmonaire, c'est assez spécifique d'une insuffisance mitrale sévère, mais on regarde également la présence d'une zone de convergence, sa largeur, à quel niveau elle apparaît par rapport à la diminution de la ligne d'aliasing, et puis on peut éventuellement mesurer une vena contracta. Bien sûr, dans les formes dégénératives, c'est assez facile. Parfois, il y a des jets multiples, ça rend les choses un peu plus compliquées. Et dans la finalité, il faut quantifier l'insuffisance mitrale. Et on parle souvent de deux paramètres, la surface de l'orifice régurgitant et le volume régurgité, à savoir qu'un troisième paramètre utilisé essentiellement avec d'autres techniques, qui est la fraction de régurgitation, mais qui est probablement un des paramètres les plus intéressants dans le domaine des insuffisances valvulaires. Et bien sûr, on corrobore toujours aux dimensions cavitaires, notamment par rapport à la chronicité de la maladie. Alors moi, j'ai pris juste à titre d'exemple la quantification par la méthode PISA, puisque c'est une méthode dite de référence. Et vous voyez comment on l'obtient, simplement en utilisant le Doppler couleur. On diminue l'échelle couleur, on obtient une zone dite d'hémisphère d'isovélicité de la PISA, et on va mesurer le rayon de PISA. Bien sûr, on le mesure à un endroit du cycle, c'est une limitation généralement en mid-systole, ce qui limite notamment dans les formes dégénératives avec des augmentations du flux en fin de systole, hein, c'est rehaussement qu'on va appeler télésystolique, mais de manière générale, en ayant le Doppler continu de la fuite à travers la valve mitrale, on peut quantifier la surface de l'orifice régurgitant et le volume régurgité. Et à savoir que dans les formes dégénératives, généralement, l'orifice régurgitant est plus circulaire que dans les formes secondaires ou fonctionnelles, où l'orifice est habituellement plus elliptique, ce qui peut nous amener à des sous-évaluations de la sévérité de l'insuffisance mitrale. Alors, pratiquement, on peut utiliser d'autres méthodes. On peut mesurer la vena contracta, mais par méthode tridimensionnelle. Et ça nous donne une idée réelle de la surface de l'orifice régurgitant. On peut utiliser plusieurs technologies. Avec le RPM, on peut vraiment se situer au bon endroit par rapport à l'orifice régurgitant en étant parfaitement perpendiculaire, à la seule condition que les feuillets soient au même niveau. Et c'est toute la difficulté, je pense, de la technologie. Et puis, de temps en temps, on peut se référer à d'autres technologies, comme par exemple l'écho 3D et calculer la fraction de régurgitation, ou bien l'IRM avec la méthode de contraste de phase, la méthode ciné pour mesurer les volumes gauche, et puis alors on peut faire ce qu'on appelle une application de la méthode indirecte et quantifier la sévérité de l'insuffisance mitrale, avec de toute manière, comme dans toutes les technologies, des écueils qui sont liés à la technique utilisée. Alors pratiquement, on utilise cette échelle, on peut la critiquer, qui se veut simplifiée et à la fois complexe, puisque d'une part, on élimine la forme minime de l'insuffisance mitrale, et puis quand on a la forme moyenne, modérée, comme on appelle, ou sévère, on s'attache à quantifier cette insuffisance mitrale avec des définitions qui ont été échelonnées tant pour la forme primaire que secondaire. Et vous voyez que la surface de l'orifice régurgitant au-delà de 40 mm² ou un volume régurgité au-delà de 60 ml, c'est ce qu'on définit comme sévère. C'est clair que quand on a des formes qui sont indéterminées, on utilise des techniques alternatives, l'ETO, voire l'IRM cardiaque. Alors ça, je passe parce que c'est une erreur. C'était pour les formes secondaires. Donc pratiquement sur la prise en charge, une fois qu'on a dit qu'il y avait des symptômes ou pas, une fois qu'on sait que la suffisance mitrale primaire est sévère, on va s'orienter vers l'attitude thérapeutique et on va juger du risque opératoire des patients. Si le risque opératoire n'est pas prohibitif, alors ces patients sont référés pour une intervention chirurgicale. Et dans ces conditions-là, la réparation valvulaire mitrale, c'est une recommandation de classe 1. Vous voyez, classe 1B, donc peut-être un jour on sera à 1A, peut-être. Mais ce qui est surtout important, c'est de se dire la réparation, c'est mieux que le remplacement, parce que toutes les études le montrent, le pronostic est meilleur lorsqu'on répare par rapport à un remplacement valvulaire. Après se pose la question de la résection ou pas, c'est respecter ou resséquer une partie
des feuillets valvulaires pour restaurer une anatomie et une coaptation suffisante. Et vous voyez qu'ici, on avait dans les recommandations donné une idée sur la probabilité de réparation valvulaire en fonction de différentes lésions, notamment le type de dysfonction, la présence et l'extension des calcifications et la présence ou non d'une dilatation de l'anneau. Et vous voyez que dans les formes extrêmes, bien sûr, on peut éventuellement dire au chirurgien, écoutez, cette valve, elle est peu probablement réparable et dans ces conditions-là, il faudra la remplacer. Mais sur la fin, c'est quand même le chirurgien qui décidera. Alors, d'un point de vue pratique, est-ce qu'on ressèque ou est-ce qu'on respecte la valve? Est-ce que ça a une conséquence sur la fonction ventriculaire? D'après ces résultats, bien sûr, sur une cohorte limitée, il semble que l'une ou l'autre des alternatives n'entraîne pas d'altération de la fonction ventriculaire. Par conséquent, l'une ou l'autre, en fonction de l'expérimentation du chirurgien, peut être utilisée. Et ce qui est important à notifier, c'est que l'apparition d'une insuffisance mitrale, et d'autant plus si elle est présente en post-opératoire, conditionne le pronostic des patients et altère réellement le pronostic des patients. Et c'est encore plus vrai lorsqu'il y a un prolapsus valvulaire qui touche le feuillet antérieur. Alors vous me direz, c'est magnifique, on renvoie au chirurgien, il va nous faire une réparation valvulaire. Ce n'est pas tout à fait ça. Quand on regarde les résultats de la littérature, on voit que c'est une sorte de loterie un peu. Donc l'expérience des chirurgiens va dépendre du centre, va dépendre du volume de chirurgie mitrale. Il y a des centres, par exemple, en Angleterre, qui vont être très spécialisés en chirurgie valvulaire aortique ou de l'aorte et très peu en chirurgie mitrale. Tout chirurgien doit savoir faire un remplacement valvulaire, ça c'est clair, mais la réparation demande des approches bien différentes et notamment en France, à Paris, vous avez l'expérience de M. Carpentier à l'époque, mais il est clair que c'est important. Et vous voyez que ce qui est défini dans la littérature, après la littérature, il faut la prendre avec précaution, mais c'est à peu près d'avoir 25 réparations valvulaires par an pour ne pas altérer le pronostic du patient et les résultats. Ma foi, ce sont des résultats qui sont compatibles avec la réalité de terrain. Alors, dans une deuxième étape, si le patient est inopérable ou à haut risque, on va éventuellement considérer l'approche par technique qu'on appelle de bord à bord, de rapproche, les fameux tirs ou les mitraclips ou les Pascal. Et dans ces conditions-là, pour les formes dégénératives en Europe, du moins, on verra ce qui se produira en septembre avec les nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie, c'est une classe 2B, alors qu'aux États-Unis, c'est une classe 2A dans la réparation valvulaire. Alors, j'ai pris un exemple parce qu'on se fie toujours à la littérature, et ça, c'est les premiers résultats de l'étude Everest. Vous voyez, dans l'étude Everest, qui avait utilisé la technique du mitraclip, donc du bord à bord, pour réparer la valvule mitrale, il y avait pas beaucoup de patients, 279 ou 79, et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait 73% de formes primaires. Donc c'était essentiellement des formes primaires, et on sait que les résultats de l'étude Everest étaient un peu mitigés, c'était très bien en termes de réduction de fuite mitrale, en termes de remodelage ventriculaire, etc., sauf que le taux de récidive d'insuffisance mitrale dans les formes dégénératives était plus important. Et de cette notion-là est apparue ce qu'on appelle la nomenclature des mitraclips ou des clips dans les insuffisances valvulaires. Et vous voyez qu'au départ, c'est la ligne du haut. On utilisait des conditions anatomiques et morphologiques optimales, raisonnables ou inappropriées. Et aujourd'hui, je vous dirais que c'est plus du tout ça. Aujourd'hui, c'est en fonction de l'expérience, vous débutez, ou bien vous avez une expérience qui est intermédiaire, ou bien vous en faites énormément et vous avez une très bonne expérience. Et dans ces conditions-là, vous allez traiter des patients qui étaient même auparavant rejetés des indications de la thérapie par mitraclip. Et je vous donne moi l'exemple le plus simple, c'est un prolapsus de P2 qui est isolé. Le feuillet postérieur, il a une bonne longueur, la surface valvulaire, elle est correcte. Et vous voyez que le fail width ou le fail gap ne sont pas très importants. Avec un seul clip, la valve est, on va dire, réparée. Et donc là commencera tout le dilemme, faut-il ou pas un anneau mitral un jour qui viendra seconder cette intervention? Je vous laisse le soin d'y réfléchir. Alors, de l'autre côté, il y a les patients qui sont dits asymptomatiques. Et dans cette population-là, qu'est-ce qui se produit? Il faut voir la fonction ventriculaire et le remodelage ventriculaire. La première chose, c'est la fraction d'éjection.
60%, c'est le critère. Le volume, le diamètre télésystolique, on a retenu 40 mm. Et puis les pressions pulmonaires. Et ce qui est surtout important, c'est aussi la possibilité ou pas de réparer la valve en fonction de la prévalence. Vous voyez qu'en fonction des différents types, on a soit des indications de classe 1, soit des indications de classe 2. Et les Américains proposent même, quand vous avez 90% de possibilité de réparation, vous êtes asymptomatique de réparer la valvule mitrale. C'est une classe 2A. Donc, la fonction ventriculaire, elle est évaluée habituellement par méthode Simpson pour la fraction d'éjection. Les diamètres sont mesurés en biplan, plus du tout en monoplan. On peut utiliser le 3D, mais les valeurs cut-off, on ne les connaît pas très bien. Mais ce qui est surtout important, c'est de reconnaître la littérature. Si on attend les triggers d'aujourd'hui pour traiter l'insuffisance mitrale dégénérative, on voit que le pronostic est quand même moins bon. Et c'est pour ça qu'il faut des données qui nous permettent de mieux préciser le risque des patients. Et vous voyez que même avec une fraction d'éjection normale, certains patients ont des dysfonctions myocardiques intrinsèques qu'on peut évaluer par le 2-destrène. Et quand vous avez des valeurs qui sont en dessous de 18%, c'est quand même assez prédictif d'une dysfonction post-opératoire. Après, on peut discuter si celle-là récupère. À l'effort, on peut voir s'il existe une hypertension artérielle pulmonaire, qui est quand même un élément important dans la prise en charge des patients. Et je terminerai par ceci. Si on met le tout ensemble, on peut faire du staging comme pour la sténose aortique. Dès que vous avez une hypertension artérielle pulmonaire ou une touche ventriculaire droite, le pronostic des patients est altéré et peut-être qu'il faut interagir. Je voulais terminer juste par un petit clin d'œil sur la forme arythmique. Vous savez que ces formes un peu malignes de prolapsus, il y a peu ou pas, ou en tout cas pas grand-chose en termes de fuite mitrale, mais vous avez un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en considération, la clinique, le jeune âge, les femmes, les modifications électrocardiographiques, les modifications iconographiques, la disjonction annulaire, la redondance des feuillets, la dilatation de l'anneau, la fibrose en résonance magnétique. Et toute la difficulté, c'est de comprendre à quel moment il faut intervenir et s'il faut mettre un défibrillateur. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'études en cours qui vont nous apporter des réponses ultérieurement. Merci pour votre attention.